Faites-vous attraper les 150 Pokémon sur votre Game Boy et nulle part ailleurs. On nous avait promis le bonheur, et on a eu la solitude. Sur les réseaux sociaux, lorsque l'on parle de la génération 90, les surnoms pleuvent à travers de nombreuses vidéos courtes. Génération maudite, sacrifiée, les célibataires éternels et génération perdue. Ces vidéos parlent toutes de la même chose, une génération où le célibat et la misère affective semblent devenus la norme. Bien sûr, il y a une minorité qui a réussi à fonder une famille, à trouver une stabilité et à devenir propriétaire d'une maison. Mais pour la grande majorité, la solitude est devenue la partenaire principale des trentenaires en 2025. Tout le monde est affecté par le contexte global, mais la génération 90 a cette particularité. C'est la dernière à avoir connu le monde d'avant et la première à avoir basculé dans l'ère de la technologie. Je ne fais pas exception, né en 1992, célibataire depuis bien longtemps, pourtant c'était pas faute d'essayer de trouver quelqu'un, je suis incapable en plus de garder un job assez longtemps pour attendre une retraite qui, selon moi, n'existera probablement plus. Je suis ce cliché du trentenaire célibataire, encore gamin, qui bascule entre l'envie de jouer aux jeux vidéo et des crises existentielles car je n'ai toujours pas d'enfant, de maison, ni d'entreprise pérenne. En somme, c'est un cliché qui colle à la peau de la génération 90, à raison. Alors pour essayer de comprendre, je repense souvent à nos enfances durant le millénaire précédent, à toutes ces promesses qu'on nous faisait pour l'avenir. Et surtout, face au chaos, je me demande, comment une génération entière a-t-elle pu se retrouver aussi perdue ? Alors je fais une petite digression avant qu'on attaque le gros du truc. Cette vidéo a été particulièrement difficile à écrire. Il y a tellement de facteurs qui expliquent le mal-être actuel de la génération 90 que j'ai voulu être le plus complet possible. Donc le résultat assez dense et c'est surtout assez sombre. Le but n'est pas de provoquer une dépression ni de se lamenter sur notre sort, mais de mettre en lumière ce qui ne va pas pour s'éveiller. Car comme le dit Dumbledore, vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Alors je sais qu'avec cet avertissement, beaucoup vont partir dès maintenant. Mais pour ceux qui veulent vraiment comprendre l'origine de ce mal-être qui affecte aujourd'hui notre génération entière, il faut d'abord regarder ce qui s'est brisé. Pour les dinosaures que nous sommes envers les plus jeunes, replongeons ensemble dans ce que c'était que de grandir dans les années 90. Ce n'était pas seulement une époque, c'était le décor d'un futur qu'on nous dessinait. Le dimanche soir, on l'attendait tous avec la même impatience. Ce moment sacré où Philippe Dana débarquait pour lancer sa cartoon. Pas d'ordinateur avec internet à ce moment, et la Game Boy relique de 1989 était encore balbutiante. Notre technologie de pointe, c'était donc ces énormes télés cathodiques qui sifflaient d'un bruit aigu au démarrage. Je sais pas pourquoi, mais si tu collais ton avant-bras à l'écran, tes poils se hérissaient, et en plus de ça, tu pouvais pas avoir la télé dans le salon parce que tout simplement, elle pesait le poids d'un âne mort. Les vidéos à la demande n'existant pas, si tu ratais le rendez-vous de sa cartoon, il fallait attendre 7 jours, point barre. La seule combine, c'était d'enregistrer avec le magnétoscope. Encore fallait-il trouver une VHS de libre et éviter que le magnétoscope n'avale la cassette ou soi-même d'arracher la bobine. Mais quand ça marchait, c'était un vrai bonheur. On était heureux en famille à s'installer dans le salon pour revoir un film enregistré. J'ai passé mon enfance à pourrir mes parents avec le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. On oublie aujourd'hui à quel point tout était lent. Tu voulais voir The Mask, il fallait acheter le programme télévision, noter la date, repérer la chaîne et noter l'heure. Et espérer que ça ne tombe pas pendant ta période d'école. Si tu avais un appareil photo, tu devais attendre plusieurs jours avant de découvrir tes clichés que tu avais confiés à un total inconnu du labo photo qui devait regarder d'abord toutes tes photos pour les développer. Mais bon, à 7 ans, tes dossiers photos c'était surtout des images de ton Furby et de ton chat. Pour communiquer à distance aussi, on s'écrivait des lettres et on patientait. Les plus pressés passaient par les cabines téléphoniques, en insérant quelques francs puis en parlant à travers un combinaison gras et collant où tu comprenais juste un mot sur 8, le tour était joué. Même les jouets demandaient de la patience. Fallait dresser son Furby, monter son Bionicle pièce par pièce, comprendre comment utiliser les gadgets du dernier Action Man à la mode, et puis arrivèrent les révolutions venues de l'Est. Dragon Ball Z, Pokémon, les Tamagotchi, où ton animal virtuel mourait si tu oubliais de le nourrir ou de lui donner de l'attention. C'était un drame sans nom que de découvrir Squeaky, ton chien virtuel en train de littéralement mourir de tristesse parce que tu n'avais pas joué au frisbee avec lui depuis plus de 3 heures. Tout ça, ça venait du Japon, et le Japon pour nous, c'était un autre monde. Sans les vols low cost, tout ce qui venait de là-bas avait une aura magique. Et avec ça, Sony arrivait avec sa PlayStation et Nintendo arrivait avec des vagues de consoles. On avait vraiment l'impression de toucher au futur là. Mais quand on n'était pas devant la télé ou à l'école, on jouait dehors. On sautait dans les flaques, ouais c'était une activité à temps plein. On faisait des combats d'épée avec des bâtons, et le chat perché était encore largement à la mode. Ou sinon on jouait aux Pogs, alors ça doit plus exister du tout. Là on dirait que je parle du Moyen-Âge, mais c'était il y a 30 ans à peine. Oui, 30 ans c'est jeune.
Ensuite, il fallait faire nos devoirs. Les profs avaient encore beaucoup d'autorité, donc si l'un d'eux convoquait tes parents, ces derniers étaient toujours de son côté. C'était à toi d'expliquer au reste du monde pourquoi tu avais des notes pourries et non pas aux profs de se justifier. Le monde autour de toi dépendait vraiment de ton attitude et de ton respect envers les autres. Donc résultat, quand un prof te convoquait, tu passais vraiment un sale quart d'heure et tu recommençais pas après. On nous inculquait le respect avec une règle simple. Si j'agis bien, j'obtiens des conséquences positives. Si j'agis mal, je reçois une punition. Et au milieu de tout ça, il y avait une espèce de promesse ambiante. On grandissait dans un monde qui semblait stable, logique, prévisible. Si tu travaillais bien à l'école, tu aurais forcément un métier passionnant et bien payé. Si tu étais poli et respectueux, tu trouverais rapidement l'amour de ta vie une fois grand. Les films nous montraient un futur radieux avec des voitures volantes, des overboards, une abondance de pétrole, une prospérité sans fin et un système de santé invincible. L'amour nous était enseigné comme étant l'âme sœur, une relation avec une fidélité à toute épreuve et surtout un processus de construction à deux sur du très long terme. Et également, les grandes guerres étaient finies. Nous allions vivre dans la paix et devenir la génération la plus prospère de l'histoire. On allait littéralement vivre d'amour et d'eau fraîche. Et sur tout ça, visiblement, il y a eu quelques couacs. Alors qu'on nous promettait la paix éternelle, les adultes chuchotaient en parlant de guerre après nous avoir couchés. Il y a d'abord eu la guerre du Golfe, la guerre de Bosnie, et puis l'armée russe qui réduisait en cendres les villages tchétchènes. Et puis arriva ce qui allait tout changer, l'attaque du 11 septembre 2001. Du jour au lendemain, nos dessins animés se sont fait remplacer par des images de tours qui s'effondrent, de missiles, de corps qui brûlent. Bugs Bunny disparaissait derrière le fracas des bombes. Très vite, les chaînes d'infos et les journaux ont compris une vérité terrible. La peur captait mieux l'attention que n'importe quoi d'autre. Et ça génère l'audimat, et donc de l'argent. Alors ils ont commencé à spammer des catastrophes partout, tout le temps. On n'avait pas conscience à l'époque que cette avalanche de violence marquait les enfants au fer rouge. C'est en voyant l'impact de la violence audiovisuelle sur les gosses que nous étions, qu'on inventa les fameux Peggy 16, Peggy 18, que tu connais si bien aujourd'hui. Heureusement, il restait quelques respirations dans ce marasme. Des moments où on pouvait rire de tout avec des émissions comme Nulle part ailleurs, les sketchs de Les Nuls et des Inconnus, ou encore les journaux télévisés des Guignols de l'info. Qu'on aime ou pas, ça permettait de souffler un peu. Il y avait beaucoup plus d'humour à l'époque qu'aujourd'hui. Je veux dire, même enfant, sans rien piger aux enjeux politiques, on était mort de rire. Voir José Garcia déguisé en poussin appeler l'humoriste des Guignols de l'info Yves Lecoq, c'était suffisant pour qu'on se marre en famille. Puis on avait aussi nos moments sans les parents. Il y avait plein de dessins animés comme Courage le chien froussard, Cléo et Chico, un dessin animé super bizarre où il y avait des culs dessinés partout, mais c'était trop bien, le laboratoire de Dexter ou encore les chairs de poule pour avoir des moments de frisson. Mais globalement, en dehors de ces parenthèses comiques, la télé devenait de plus en plus anxiogène. Alors les gens se sont tournés vers un nouvel échappatoire flambant neuf du deuxième millénaire. Internet. Mais avant de plonger dans le net, parlons de ce fameux changement de millénaire. Ça allait être le Graal de l'humanité. On allait enfin les avoir, nos voitures volantes, comme dans le film Le Cinquième élément. Donc arrive le 25 décembre 1999, un Noël qui se passe à merveille. Moi je me souviens, j'avais 7 ans. Tu obtiens ta Game Boy Color violette avec une cartouche de Pokémon jaune, un mélange de couleurs absolument divin et un jeu fantastique. Et à côté de ça, tu avais aussi le 3e tome d'Harry Potter, et là c'était le bonheur total. Noël se passe à merveille, puis arrive naturellement le 26 décembre 1999, et alors que tu es plongé dans le début de ton aventure avec ton Pikachu favori sur ta nouvelle console, une tempête parmi les plus violentes de l'histoire balaye la France comme un rouleau compresseur et sans crier gare. La météo n'avait rien vu venir. C'est à partir de cet instant qu'on a inventé les alertes météo justement. Et bref, il y a eu des centaines de morts, des ruines et pas d'électricité et d'approvisionnement en vivres pendant 3 semaines, voire plus. Du coup, on mangeait surtout du pain à la lueur des bougies. J'ai littéralement appris à jouer à Uno et à Cluedo à la lueur tremblante de ces bougies. Après la tempête, le colonel Moutarde en a fait des ravages avec le chandelier. Puis arriva la canicule de 2003. 15 000 personnes âgées décèdent parce qu'on n'avait pas encore le recul qu'on a aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a appris que nos aînés n'ont plus la sensation de soif. Beaucoup de conforts d'aujourd'hui sont des choses que nous avons appris violemment durant nos enfances. Aussi, au changement de millénaire, nous sommes passés des francs que nous avons bien connus aux euros. Et oui, la génération 90 arrive actuellement à faire le parallèle avec le coût de la vie en euros d'aujourd'hui et celui en francs de jadis. Je me souviens, gosse, qu'avec 100 francs, tu avais un chariot bien rempli. Aujourd'hui, avec 20 euros, ce qui représente environ 131 francs de mémoire, tu as un paquet de litière pour ton chat et un pot de skir. On avait ainsi une petite base de compréhension de l'économie. Et justement, en 2008, il y a eu une grosse crise économique, la crise des subprimes, qui a fait exploser le prix de l'immobilier, et ça nous a fait comprendre que ça allait nous être très difficile d'avoir une maison à nous plus tard. Finalement, on nous rabâchait sans cesse de bien travailler à l'école pour devenir propriétaire, mais à quoi bon ? L'école, elle, justement, dans tout ça, elle est restée désespérément figée dans un autre siècle. L'école proposait toujours ses cours poussiéreux, mais rien sur la gestion des émotions ou la transformation du monde brutalement rapide qu'on était en train de vivre.
Puis une fois adulte, malgré des années d'études, on nous dit en permanence « Mais vous n'avez pas assez d'expérience, on peut pas vous embaucher ou alors il faut vraiment réduire votre salaire. » Et ça encore, c'est pour ceux qui ont fait un peu d'études. Pour les autres, à ce jour encore, ils galèrent à trouver une stabilité professionnelle. Et c'est pour ça que l'arrivée récente de l'IA crée encore plus d'inquiétude aujourd'hui. Nos repères s'étaient déjà effondrés, mais on ne savait pas encore qu'un nouveau cyclone arrivait. C'était un objet de quelques centimètres capable de remplacer nos parents, nos profs et même nos amis. Les jouets comme Action Man ont vite fini dans un carton oublié, relique d'un monde qui s'effaçait. On est passé de Resident Evil, qui foutait la trouille avec 12 pixels tremblotants, au smartphone, puis maintenant à l'IA qui crée des vidéos de plus en plus réalistes et étranges. Quand j'étais en 6ème, le téléphone roi c'était le Nokia 3310. Parfait pour jouer à Snake, où l'art suprême était de voir ton serpent se condamner lui-même en dévorant le dernier bloc possible. C'était notre e-sport à nous, on formait des tribus entières à la récré pour dompter ce reptile numérique. Puis arrivé en 3ème, l'iPhone 1 avait déjà colonisé la cour de récréation. Les jeux à la mode, c'était Rocket Bird et Angry Birds qui régnaient désormais. Le serpent s'était fait chasser par des oiseaux de proie catapultés à coups de lance-pierre. Et qu'est-ce qu'on aimait ça. Puis avec l'arrivée des MP3 et iPod Nano, tu voyais naître une armée d'adolescents boutonneux, gonflés d'hormones, avec des écouteurs greffés aux oreilles comme des prothèses d'un monde nouveau. C'est de là que vient le Génération Y qui symbolise le fil des écouteurs qui pendait des oreilles. En à peine 20 ans, on est passé d'Epox et de la Game Boy Color à un smartphone dans la poche capable de filmer, monter, diffuser et séduire, à ChatGPT, qui aujourd'hui est infiniment moins puissant que ce qu'il sera en décembre 2025. En fait, nous sommes la génération qui a eu le plus gros bond technologique de l'histoire. Pour l'instant. Parce que les enfants d'aujourd'hui vont vivre la même chose, mais avec un bond bien plus grand encore. Mais revenons-en à notre chronologie de base. Avec l'arrivée des smartphones, les réseaux sociaux ont déferlé par la suite, avec Facebook ouvrant la marche. Les gens que l'Internet avait commencé à isoler se sont mis à mendier l'attention en masse sur Internet. L'obsession, c'était de collectionner le plus d'amis Facebook possible et aussi de parler à ces mystérieuses filles de ta région, que personne n'a jamais croisées d'ailleurs. Par contre, si quelqu'un a un tuyau, je suis preneur, c'est pour un ami. Sur les réseaux sociaux, le mot d'ordre, c'était le partage. On n'était absolument pas dans ce paradigme de la création de contenu. Hormis Facebook, où la grande mode c'était de rejoindre des groupes de partage et de se faire des vrais amis, Internet, c'était par exemple Emule. Des types allaient voir les derniers films au cinéma pour les filmer au caméscope, et ensuite les partager sur ces plateformes de téléchargement en peer-to-peer. Et ça, c'était fantastique. Et je me souviens, faute de réseau ADSL, j'avais mis 3 semaines à télécharger Shrek, le premier Shrek. J'avais trop hâte de le regarder. J'avais tout préparé pour le mater avec ma famille. Il fallait à ce moment-là graver un CD vierge pour lire le film dans un lecteur DVD. J'étais trop impatient et je lance le film devant tout le monde. Et là, une énorme apparaît à l'écran. Et oui, le partage était le mot d'ordre, donc les premiers trolls sont apparus. Mais ça, c'était assez rare ce genre de situation finale. Puis au pire, si ado tu te faisais choper en train de regarder un gros boulard, tu pouvais faire genre « Eh mais c'est pas du tout l'âge de glace que j'ai téléchargé ça !» C'était vraiment le bon temps. Ensuite, il y a eu YouTube qui est arrivé. Et YouTube, c'était littéralement devenu l'émission vidéo gag, accessible H24, 7 jours sur 7. Rémi Gaillard faisait n'importe quoi pour arracher des sourires, et c'est le premier à avoir atteint le milliard de vues. Outre Rémi Gaillard, YouTube, c'était surtout des buveurs de Ricard qui se lançaient des défis, et l'arrivée des podcasts vidéo avec des jeunes comme Norman et Cyprien. Ou Antoine Daniel qui est arrivé un petit peu plus tard. Puis le miracle s'est retourné contre nous. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ce désir de partage sur le net, désormais tout est une création de contenu, avec pour vocation de faire suffisamment de vues pour activer une monétisation TikTok. Et ce qui fait le plus de vues, c'est la stupidité, insuffler la peur ou créer de la colère chez les gens. Là, j'ai l'impression que les trucs qui marchent bien en ce moment, c'est les recettes de cuisine hyper cringe, ou les gens qui font exprès de pas être capables de brancher une prise électrique. Chaque commentaire que tu postes pour réagir, c'est comme si tu donnais ton argent à la personne en fait. Et c'est là que les algorithmes entrent en jeu. Ils se nourrissent de cette chair émotionnelle. Ils ont pour rôle de te garder le plus longtemps possible actif sur une plateforme, pour générer de l'argent sur tes données. Leur but, c'est que tu te dises « Allez, 5 minutes de plus ». 45 minutes plus tard, tu es entré en état de fusion moléculaire avec ton canapé, nourrissant un sentiment profond d'avoir perdu ton temps. Et puis, en fait, oui, tu as vraiment perdu ton temps. L'algorithme ne te montre pas ce que tu aimes, il te montre ce qui t'enchaîne. Dans mon cas, par exemple, sur Instagram, je ne suis que des comptes de guitare, de philosophie et de motion design pour apprendre à faire ça dans mes vidéos. Et pourtant, je reçois d'irréels sur la guerre des sexes avant d'apercevoir un seul contenu qui m'intéresse, parce que l'algorithme sait que ce sujet m'énerve hautement. Alors que dans le fond, tout ce que je veux, c'est un tutoriel sain pour jouer le dernier riff de Meshuggah et voir des chats jouer du piano comme des virtuoses. Alors avec ce culte de la création de contenu,
on arrive à des dérives graves comme l'affaire Jean Pormanov, que je ne vais pas détailler dans cette vidéo qui est déjà assez sombre. Aujourd'hui, les pranks sont devenus du harcèlement en direct, comme ce Belge qui balançait des seaux d'excréments sur des innocents dans le tramway. En ce moment, je vois pas mal de jeunes dames qui questionnent des hommes dans la rue si t'avais 1 heure avec moi et que j'ai pas le droit de dire non, tu ferais quoi ?» Alors moi, je te demanderai de l'argent pour m'acheter une Strandberg Bodenprog 8 cordes, pour peut-être un jour réussir à dompter les rives de Meshuggah. Parce que j'ai enfin trouvé un tutoriel quoi. Comme tu n'es pas proactif dans les vidéos que tu regardes, tu crois que tes pensées t'appartiennent. Mais à force de voir les mêmes vidéos en boucle, tu peux littéralement changer de vision du monde en quelques mois sans même t'en apercevoir. C'est malheureux mais aujourd'hui on connaît tous quelqu'un qui a brutalement changé de comportement ou d'opinion à force de scroller sans fin. Et il y a un constat que la génération 90 fait aujourd'hui par rapport à son enfance. Les terrasses de café se sont vidées. Enfin, vider, c'est pas exactement le mot. Il peut y avoir énormément de monde par moment, mais personne ne se parle. Il n'est pas rare de voir toute une tablée de gens au bar, et tous ont les yeux fixés sur un écran. Plus personne ne se parle. On n'a jamais été autant connectés, et jamais autant seul au monde. La génération 90 est passée d'un monde où c'était normal de sortir le dimanche avec ses parents pour aller au café, moment où nous on jouait avec les autres enfants, pendant que les adultes échangeaient en lisant le journal du jour, et on est passé à un monde où tu peux littéralement vivre sans croiser un regard humain. Tu commandes ton repas sur Uber, tu fais tes courses au drive, tu regardes Netflix plutôt que d'aller au cinéma. Ce qui devait nous relier nous isole dans des bulles de verre. Mais heureusement, il reste encore des coins d'internet où souffle la bienveillance. Mais il faut les chercher avec autant d'acharnement que pour dénicher où est Charlie, ce cher hipster bigleux au pull rayé qu'on aimait chercher dans les BD des années 90. Bref, les trésors sont là, mais il faut que tu les cherches d'une manière proactive. Tu dois faire la démarche toi-même de chercher ça. Et arrêter de subir les vidéos courtes qu'un algorithme choisit pour toi. À l'échelle d'une vie, ces changements se sont abattus d'un coup comme une avalanche. Comme je l'ai dit plus tôt, en 10 petites années, on est passé du magnétoscope aux réseaux sociaux, du dictionnaire Larousse à Internet, et maintenant on passe d'Internet à ChatGPT. Et l'évolution continue de s'accélérer de manière vertigineuse. Au moment même où on se construisait, le monde, lui, se transformait radicalement. Je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, mais vraiment parce que la vidéo est sombre, je précise quand même que le but, ce n'est pas de broyer du noir pour le plaisir. C'est un constat difficile, oui, mais c'est nécessaire, parce que pour aller mieux, il faut d'abord accepter de regarder tout ce mal-être en face. Avec toutes ces joyeusetés, on obtient un cocktail explosif. Toucher le fond, c'est le meilleur moyen de prendre appui. Là, on va attaquer un gros morceau, si ce n'est celui qui est le plus sombre et fait le plus souffrir la génération 90 actuellement, le célibat de masse. Cette génération est la première à avoir grandi massivement dans des foyers qui se délitaient sous leurs yeux. Entre les divorces en masse et l'arrivée du développement personnel prônant l'égoïsme à coup de « deviens la meilleure version de toi-même, pense à toi avant tout », nos parents étaient soit en guerre froide, soit trop occupés à se réaliser pour s'occuper de nous. Le coût de la vie augmentant, les deux parents ont dû se mettre à travailler à temps plein, donc la PlayStation était une compagnie agréable et non négligeable. Pour beaucoup d'entre nous, ça voulait dire une semaine avec papa qui nous répétait « ne tombe pas amoureux », et une autre semaine avec maman qui martelait « les hommes sont tous des salauds », et nous au milieu, absorbant chaque mot comme une vérité définitive sur l'amour. Puis à l'adolescence, un tsunami a explosé de partout, l'arrivée de la pornographie. Ce choc est arrivé pile au mauvais moment. À cet âge fragile où tu découvres ton corps et où tu commences à te construire affectivement. Plutôt que de découvrir l'amour à travers les regards échangés, les mains qui se frôlent et les premiers baisers maladroits, tu avais tout à portée de clic, sans effort, sans mystère. Plus besoin d'apprendre à draguer avec maladresse ou de te prendre des râteaux qui t'apprennent l'humilité. Tu tapais 3 mots sur Google et tu avais accès à une infinité de vidéos. Sauf qu'on sait aujourd'hui à quel point c'est destructeur pour le cerveau. Ça bombarde de dopamine, ça crée de la dépendance, ça déforme le désir, ça habitue à la surenchère, et donc intrinsèquement, ça empêche de trouver une satisfaction dans la vraie intimité. En parallèle de tout ça, au cinéma, on a eu les American Pie qui nous martelaient que le but de la vie, c'était de coucher avec le plus de personnes possible, que l'amour romantique c'est has-been, et que la nouvelle norme c'est de multiplier les sex friends, et de ne jamais s'attacher sentimentalement. Mais le sexe, aussi abondant soit-il, ne guérit pas ce manque de tendresse qui nous ronge depuis l'enfance. Et aujourd'hui, quand l'algorithme de nos applications de rencontres appuie exactement là où ça fait mal, on comprend mieux pourquoi tant d'entre nous galèrent encore. Quand enfin on a atteint l'âge de découvrir l'amour, le monde entier nous avait déjà prévenu. Fais surtout pas cette connerie. Cela a engendré une génération qui n'a eu aucune éducation à la séduction, aucun apprentissage de cet art délicat qu'est la rencontre amoureuse. De tout temps, aborder a toujours été difficile, mais c'était la seule solution pour les anciens. Donc ils s'y sont mis tôt ou tard. Pour nous, on a eu la solution de facilité, donc on n'a pas vraiment fait l'effort de vaincre cette peur. Face à cette absence totale de passage à l'action et de guidance, deux camps se sont naturellement formés. Ceux qui font tête baissée sans respect ni finesse, persuadés que la femme n'est qu'un distributeur de plaisir, et ceux qui, complètement paralysés par la peur de mal faire, n'osent jamais rien tenter et finissent seuls. C'est qui le patron? C'est moi. Faute d'éducation, les plus audacieux se sont retrouvés à draguer avec la délicatesse d'un bulldozer, comme dans cette réplique culte des Inconnus. Bonjour Ingrid.
Ingrid, est-ce que tu baises? Oh là! Et c'est là qu'on arrive à la situation actuelle. Les femmes finissent par reprocher aux hommes d'être soit trop mous et efféminés, soit complètement cinglés, car elles subissent quotidiennement les avances lourdes de mecs qui ont appris la séduction dans des vidéos porno. Mais ce que les femmes actuellement ne voient pas, c'est toute une majorité, oui, majorité, j'insiste, d'hommes timides, respectueux, qui n'osent rien tenter et restent invisibles. Forcément, puisqu'il n'y a que les extrêmes qui se montrent, l'image est faussée. De leur côté, beaucoup d'hommes finissent par reprocher aux femmes d'être manipulatrices ou intéressées, hypergames et vénales, alors qu'en réalité, ce biais vient aussi de ce que les algorithmes nous mettent en avant, les caricatures les plus toxiques. Un homme respectable et respectueux qui est timide, donc un homme de la masse, va voir énormément de vidéos courtes de femmes extrêmement misandres, prônant la haine et la mort de tous les hommes, ou alors de jeunes femmes glorifiant totalement les bad boys et rejetant volontairement les types sympas. Résultat, on obtient une véritable guerre froide des sexes, alimentée par les extrêmes et par les plateformes qui amplifient le conflit. Pour les plateformes, ça leur fait du cash et du temps d'attention, c'est un bénéfice total. D'un côté, tu as les misandres, de l'autre, les misogynes, et au milieu, tous ceux qui aimeraient juste vivre une belle histoire d'amour, mais qui ne sont jamais représentés. Ceux qui sont des ovnis et font preuve d'un comportement bienveillant et cherchent à connaître profondément la personne avant tout. Et le grand drame de notre génération, c'est qu'on a grandi avec l'idée romantique que l'amour, c'était avant tout une construction commune. Dans nos films d'enfance, le scénario était toujours le même. Un gars lambda rencontrait une fille lambda. Ils tombaient amoureux au premier regard et ils se faisaient cette promesse folle. À nous deux, on va conquérir le monde. L'amour était conçu comme un projet commun. Partir de rien, avec pour seules armes, l'amour qu'ils se portaient et cette envie commune de se dépasser. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui prévaut, et c'est ça qui fait souffrir tant de monde. Il faut déjà arriver dans une relation avec un CV parfait, être PDG ou au minimum cadre supérieur, gagner 50 000 € par semaine, mesurer 1m80 minimum, avoir un compte en banque bien fourni, avoir 12 yachts, et surtout savoir cuisiner et faire des plats en masse. En gros, l'amour moderne, c'est un peu comme avoir un Tamagotchi en version extrêmement chiante. Et ça, c'est juste pour pouvoir prétendre à un premier rendez-vous avec quelqu'un qui va potentiellement en fait parler avec 12 personnes en même temps. L'amour est tout simplement devenu un produit de luxe qu'il faut mériter financièrement et socialement. Tu arrives avec ton salaire d'employé, c'est next. Tu proposes de bâtir quelque chose ensemble, j'ai pas le temps pour toi. Le couple est politisé et ainsi a disparu son essence même, la complicité. Robert Greene, auteur entre autres du best-seller Les lois de la nature humaine, développe justement cette idée troublante selon laquelle nos relations amoureuses ne sont jamais complètement libres. Selon lui, les conflits de l'enfance, surtout ceux qu'on a vécus avec nos parents, laissent des traces affectives inconscientes et nourrissent une tension sexuelle qui continue d'agir en nous des années plus tard. Et pour tenter de résoudre ces traumatismes anciens, on les provoque et on les rejoue de manière inconsciente dans nos histoires d'amour, espérant secrètement que cette fois-ci, l'histoire se terminera mieux. La fille qui a grandi avec un père violent sera mystérieusement attirée par les pervers narcissiques et elle ne ressentira rien pour un homme attentionné qui pourrait être parfait pour elle. Le fils d'une mère dépressive deviendra le sauveur du triangle de Cartman. Il tombera sur des femmes brisées qu'il espère réparer par son amour, et il ne ressentira rien pour cette femme équilibrée qui pourrait être parfaite pour lui. La génération 90, marquée par ses divorces massifs et ses parents absents, est devenue dépendante affectivement. Et si elle ne travaille pas sur ces schémas, elle ne sera jamais prête à tomber amoureuse de cette personne qui lui veut sincèrement du bien. Cette personne qui existe bel et bien, mais qu'elle ne voit pas parce qu'elle cherche ailleurs. Alors aujourd'hui, beaucoup rejouent ces blessures en boucle dans des relations toxiques ou dans un célibat qui s'éternise. Mais derrière ce célibat de masse qui caractérise notre génération, il n'y a pas que la peur ou des blocages psychologiques. Il y a aussi un besoin viscéral de sincérité qui nous honore. Une exigence de vérité dans les sentiments, une volonté profonde de faire mieux que nos parents. Parce qu'au fond, ce qu'on cherche vraiment, ce n'est pas cette compétition ridicule du body count où il s'agirait d'accumuler les conquêtes. Ce qu'on cherche, c'est cet équilibre délicat. Aimer sans se perdre l'un dans l'autre, être libre tout en étant ensemble. En gros, la mentalité qu'on a par rapport à nos anciens, c'est « je veux aimer, mais pas comme eux », « je veux aimer, mais sans me perdre », « je veux aimer, mais en restant libre ». Je pense que ce qui nous affecte profondément à l'heure actuelle, c'est que nous sommes une génération de transition. On a grandi avec l'ancien mode d'emploi gravé dans le marbre, fallait faire ses études pour décrocher un travail stable, s'acheter une maison, fonder une famille. Cette recette que nos parents nous ont transmise est une vérité universelle. Puis, sous nos yeux, ce modèle s'est transformé complètement. Nous sommes cette génération charnière qui a vécu cette métamorphose en direct. Nous avons été les témoins privilégiés de la fin d'une époque et de la naissance d'une autre. Nous avons connu l'époque où pour draguer, il fallait décrocher son téléphone fixe et parler aux parents avant d'avoir sa bien-aimée au bout du fil. Et puis, nous avons aussi découvert l'ère de Tinder où l'amour se swipe d'un geste du pouce. Nous avons joué aux billes dans la cour de récré, et nous avons aussi été les premiers à tenir un smartphone dans nos mains d'adolescents. Nous avons grandi en pensant que nos grands-parents avaient connu la dernière vraie guerre, et nous avons vu le monde se complexifier sous nos yeux d'adultes. C'est ça, être une génération de transition. Porter en nous la mémoire de l'ancien monde et inaugurer les codes du nouveau.
Nous ne sommes ni complètement d'avant, ni complètement d'après. Nous sommes ce pont vivant entre deux époques. Cette position unique nous donne une perspective que personne d'autre n'a. Nous savons d'où nous venons et nous voyons où nous allons. Ça peut déstabiliser cette sensation d'être entre deux eaux, mais c'est aussi une richesse extraordinaire, car être la génération de transition, c'est aussi avoir ce privilège rare de pouvoir choisir consciemment ce qu'on garde de l'ancien monde et ce qu'on invente pour demain. Nous sommes les gardiens de la mémoire et les architectes de l'avenir. On va enfin attaquer du positif, bravo à toi. Après ce voyage, certes sombre, si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi, c'est déjà la vérité. Déjà, félicitations à toi et tu as raison de rester. En creusant pour cette vidéo, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. J'ai découvert pourquoi j'avais besoin de faire cette analyse, pourquoi il fallait que je comprenne d'où venait cette sensation diffuse que ressentent tant de gens de notre âge. Et la vérité, c'est que j'ai été ébloui. Parce que j'ai découvert sur notre génération qu'on dit perdue. J'ai vu des centaines de TikTok et de threads où des gens de notre âge cherchent des réponses, questionnent et refusent la facilité. Et derrière cette quête, j'ai découvert quelque chose de magnifique. Et si cette crise était une chance? Parce que dans le mot crise, en chinois, il y a deux idéogrammes, danger et opportunité. On a vu le danger, pas besoin d'en rajouter. Alors parlons de l'opportunité. Ce diagnostic que je viens de poser explique pourquoi on invente de nouveaux chemins. Mais il explique aussi quelque chose de lumineux. Pourquoi on rayonne encore d'une énergie si particulière? Regarde les faits. On a traversé 30 ans de bouleversements successifs et on est encore là, plus vivant que jamais. La tempête de 99, le 11 septembre 2001, la crise économique de 2008, la pandémie de Covid que j'ai pas abordée du tout. On a vécu tout ça pendant qu'on grandissait. Et à chaque fois, on s'est relevé plus conscient, plus humain, plus libre. Et aujourd'hui, on se questionne parce qu'on n'a pas suivi le chemin tout tracé, parce qu'on cherche un amour véritable, parce qu'on veut quelque chose de beau. Comme si avoir des exigences, comme si refuser la médiocrité était un défaut. Mais regarde ce qu'on a vraiment accompli. On a choisi notre propre route et cette liberté immense, on l'a transformée en révolution silencieuse. Comment cette révolution s'est-elle concrétisée? D'abord, dans notre façon de voir l'économie et le travail. Face au bouleversement, au lieu de sombrer, on a inventé l'entraide moderne. Le covoiturage avec Blablacar pour partager les trajets et créer du lien, le crowdfunding pour soutenir des projets qui ont du sens, la colocation pour tisser des relations authentiques et lutter contre l'inflation immobilière. Là où les autres subissaient en silence, nous avons créé des solutions solidaires. Et cette logique d'entraide, on l'a appliquée au monde du travail. Par besoin d'avoir un sens profond dans nos vies, nous avons libéré le travail de ses chaînes. Plutôt que de faire 25 ans de carrière dans la même boîte en rêvant secrètement d'autre chose, nous préférons passer 5 ans pour monter un projet qui nous ressemble et nous rassemble, pour soi et pour les autres. L'explosion des espaces de coworking n'est pas un hasard. Ensemble, on va plus loin. Il y a un proverbe africain qui dit « Celui qui veut marcher vite marche seul, celui qui veut aller loin marche en groupe ». Mais cette économie solidaire, elle vient d'où? D'une façon complètement nouvelle de voir ce que ça veut dire grandir. Nos grands-parents mesuraient le bonheur au nombre d'enfants et au salaire, nos parents à la taille de leur maison et à leur position sociale. Nous, on a eu le courage de mesurer autrement, à la quantité de souvenirs qu'on crée et à la profondeur des relations qu'on entretient avec le monde autour de soi. On refuse de mourir spirituellement comme l'ont fait les adultes avant nous. On garde vivante cette part de nous qui refuse la fatalité. Nombreux sont les trentenaires d'aujourd'hui à avoir fait le tour du monde pendant leur vingtaine. Alors oui, à 30 ans, tu n'es peut-être pas propriétaire d'une maison, tu n'as peut-être pas de partenaire ni d'enfant, mais tu as des souvenirs plein la tête. Tu as découvert à toi seul plus de culture que tes parents et tes grands-parents réunis. Et tu as encore toute la vie devant toi. L'abnégation au travail n'a aucun intérêt pour nous, car on a vu que ça n'a jamais rendu nos parents heureux, mais on a encore le sens des responsabilités. Alors on prouve qu'on peut être responsable sans perdre son âme d'enfant. Sérieux, sans être sinistre. Et cette vision de l'adulte, elle se voit surtout quand on devient parent nous-mêmes, pour ceux qui ont cet immense bonheur. Enfin, par moments, on a le droit d'en avoir marre. Plutôt que de reproduire l'autorité froide qu'on a subie, on crée des liens authentiques avec nos enfants. On joue à Pokémon Go avec eux, on regarde Dragon Ball Z avec eux, on partage nos passions d'enfance, on les emmène dans notre univers, plutôt que de les tenir à distance. En un mot, on cherche à créer avec nos enfants des liens qu'on aurait aimé recevoir. Et c'est ça notre façon de réparer ce qui a été cassé. Mais au-delà de nos relations, parlons de nos outils, parce qu'on a aussi transformé notre rapport à la technologie. On dit souvent que les écrans nous ont enfermés, c'est vrai avec l'usage qu'on en fait actuellement. Mais en réalité, ils n'ont jamais eu autant de potentiel pour nous libérer. Internet, c'est littéralement la bibliothèque d'Alexandrie qui tient dans ta poche. Tu peux y apprendre une langue, une compétence, une philosophie ou un art. Admettons que tu passes 3 heures par jour sur ton smartphone, 7 jours sur 7. Ce qui, soyons honnêtes, est hautement probable. Ça fait environ 1100 heures par an, soit l'équivalent d'un master bien condensé. Imagine si tu remplaçais ces 1100 heures de scroll sur tes chiottes par l'apprentissage d'une passion, la photo, la musique, l'écriture. En un an, tu pourrais publier ton premier recueil de poésie ou de nouvelles,
ou être booké comme photographe ou en mariage. Tu ne seras peut-être pas un expert mondial encore, mais tu auras un sérieux bon petit niveau. Moi, en écrivant cette vidéo, j'ai pris une claque. J'ai réalisé à quel point je perdais du temps sur les réseaux. Alors j'ai fait une solution un petit peu draconienne, on va dire, mais j'ai pris mon smartphone, je l'ai mis de côté et je me suis acheté un de ces vieux téléphones, ce qu'ils appellent un dumb phone. Donc maintenant j'écris des SMS en T9, je n'ai absolument plus aucune application, je peux juste envoyer des SMS et des MMS. Et j'ai mon appareil photo avec 4 pixels, et c'est très bien en fait. C'est radical, mais ça m'aide à retrouver de l'attention. Je suis beaucoup plus attentif, j'ai une faculté de concentration qui s'est nettement améliorée, et surtout je ne procrastine plus, j'ai une discipline de fer, et je suis plus lucide sur mes émotions et le monde autour de moi. D'ailleurs, de plus en plus de jeunes de la génération Z se tournent vers cette solution aussi. Il y a un éveil des consciences, les gens veulent se reconnecter au monde et fuir la consommation passive de contenu. On apprend à utiliser la technologie plutôt que de se faire utiliser par elle. En ce moment, même aux États-Unis, on peut voir de plus en plus de vidéos de gros youtubeurs expliquant pourquoi de plus en plus de gens quittent les réseaux sociaux. Et ça, c'est très révélateur. On commence à comprendre que le fond du problème, c'est que les réseaux sociaux n'ont de social que leur nom. Quand tu vas sur Instagram, dans le fond, tu ne socialises avec personne. À ses débuts, c'était une plateforme pour partager des photos que tu faisais, mais de la vraie photographie, comme la macrophotographie de fleurs par exemple, la photo animalière ou les photos de portraits. Et les gens étaient vraiment très liés entre eux. En fait, si tu t'es connecté, c'était vraiment avec l'intention de prendre des nouvelles de tes amis. Puis les réseaux se sont transformés avec l'apparition des likes, des commentaires et surtout de la monétisation. Les photos se sont transformées en selfies, initiant l'âge du culte de l'ego. Maintenant, quand tu ouvres ton réseau social, est-ce pour socialiser justement, ou pour voir une énième vidéo de danse, de prank ou d'unboxing ? Mais on commence à voir clair dans ce jeu, les réseaux majeurs n'ont qu'une seule vocation, faire de l'argent avec toi en capitalisant sur ton attention. Te mettre dans une bulle où tu ne verras que du contenu qui résonne avec tes valeurs, et tu ne verras jamais rien pour te contredire. Si ces réseaux permettaient une véritable connexion entre les gens, il n'y aurait pas autant de célibataires actuellement. Et c'est pour ça qu'on agit maintenant. Soit on essaye d'en inventer de nouveaux, qui ne sont pas pervertis par une quête de profit, soit on se reconnecte dans des espaces publics, et ça commence déjà. Parlons maintenant du cœur du problème, cette solitude dont on se plaint tant. Notre génération, qu'on dit ratée en amour, elle est en train d'écrire une révolution silencieuse. Parce que derrière ce célibat de masse, il y a quelque chose de profond. Une exigence de vérité que nos parents n'ont jamais eue. Dans mon exemple, j'ai 33 ans. J'ai eu qu'une seule relation et je suis célibataire depuis mes 22 ans. Donc, j'ai moins de relations qu'un prêtre actuellement. J'ai énormément souffert de cette solitude, mais j'ai appris à faire avec. Et depuis que je le vis extrêmement bien, je suis beaucoup plus sociable et beaucoup plus rayonnant, je pense, et ça se voit parce que les gens viennent me parler. Et partout autour de moi, je vois des gens qui souffrent aussi de cette solitude et qui font un choix radical. Préférer rester seul plutôt que de reproduire les erreurs de leurs parents. Ce qu'on appelle célibat de masse, c'est en réalité une grève de l'amour toxique. C'est une génération qui refuse de jouer selon les règles cassées qu'on lui a transmises, qui refuse de voir l'amour comme une compétition ou comme un produit de luxe qu'il faut mériter financièrement. Maintenant, on commence à avoir la lucidité de se dire « Tiens, quand je fais cette rencontre, je sais que je fonce droit vers quelque chose de toxique. Je sais que ça va vraiment mal finir, alors j'arrête de nourrir cette relation, je n'y vais pas. » Et la prochaine étape nécessaire, comme le dit Robert Greene, c'est d'identifier pourquoi on répète ces schémas. Et une fois qu'on aura pris conscience de cela, on va enfin collectivement commencer à nouer des relations ultra épanouissantes. Finalement, cette personne qui est tellement parfaite pour toi, si idéale, si bienveillante que tu ne calculais pas jusque-là, va à terme devenir la plus belle chose de ta vie. Et c'est peut-être très débile ce que je dis, mais je suis profondément optimiste sur ça en fait. Je pense très sincèrement qu'il y a une énorme prise de conscience sur la qualité des relations de couple que l'on peut nouer, et les gens commencent vraiment à vouloir retrouver cette complicité nécessaire pour créer du beau à deux. Au fond, ce qu'on cherche, c'est cet équilibre que nos parents n'ont jamais trouvé. Aimer sans se perdre l'un dans l'autre, être libre tout en étant ensemble. Mais cette solitude ne se limite pas aux relations amoureuses, elle va au-delà du romantique, elle est plus large, plus profonde. On se sent seul, même au milieu de la foule, même entouré de followers. On dit qu'on est connecté en permanence, mais jamais le vide n'a été aussi béant. Et si la vraie transformation ce n'était pas une énième application, mais de revenir aux terrasses de café, de remettre à la mode les balles d'encens, de créer des repas communautaires, ou d'entamer une discussion avec un voisin qu'on n'a jamais pris le temps de connaître. Au moment où j'écris ce script, je suis posé à la terrasse d'un café où je deviens un client régulier. À force, je vois d'autres clients qui eux aussi deviennent des habitués. Et en parlant avec une des patronnes, elle m'explique qu'un des clients, qui est franchement drôle,
c'est un homme de certain âge, vient tous les matins sans exception pour lui lire l'horoscope du jour. Ce petit rituel permet un brin de socialisation réelle et fait visiblement beaucoup de bien. Et j'ai assisté à cette scène ce matin. Je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas rigolé autant avec de parfaits inconnus. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qui était fréquente durant nos enfances en 90 et qui s'est perdue. Cette simplicité, cette authenticité des relations humaines. Petit à petit, on se souvient qu'il y a tellement plus à aimer chez quelqu'un qu'un physique ou qu'un compte en banque. Il y a juste la beauté d'un sourire, l'extase d'un parfum, une simple maladresse dans un geste ou une conversation qui s'éternise avec une inconnue sous la pluie. On redécouvre que la vraie connexion se fait dans le monde réel, pas derrière un écran. Une personne que je ne calcule pas sur Tinder peut littéralement me retourner la tête dans la vraie vie. Et c'est justement cette nostalgie des années 90 qui nous guide. Ce n'est pas une fuite vers le passé, mais quelque chose de plus profond. Par nostalgie, justement, j'ai voulu re-regarder un film de notre enfance, un film qui s'appelle Un monde meilleur. C'est un gamin qui pense changer le monde avec de la bienveillance. Il propose une idée simple. Si je fais une bonne action envers une personne, en échange, cette dernière ne me dit pas merci, elle doit juste faire 3 bonnes actions différentes. Alors ce n'est pas le film du siècle, c'est même un véritable drame ce film. Mais je t'invite à le regarder. Son idée est certes utopiste et naïve, et justement, on se moquait beaucoup de cette naïveté après coup. Mais moi, en faisant cette vidéo, j'ai retrouvé un peu de ce gamin. Pas celui qui veut sauver la planète de manière utopiste, mais celui qui refuse que les choses restent comme elles sont. Cette part de nous qui croit encore qu'on peut faire mieux avec ce que l'on a, ce que l'on est et ce que l'on désire devenir. Et ce que l'on veut devenir est né de la nostalgie, d'un amour profond de cette époque qu'on a vécue. Ce n'est pas la fuite vers le passé, c'est vouloir recréer cette magie, cette simplicité, cette authenticité pour les générations futures. On veut transmettre ce qu'on a de plus précieux, la capacité de s'émerveiller. Alors, si on arrêtait de se moquer de cette part de nous, si pour une fois on s'écoutait. Ce qu'on a traversé nous a appris quelque chose d'unique. Comment naviguer dans l'incertitude. Nos parents avaient une carte routière toute tracée. Nous, on apprend à marcher sans GPS. C'est vertigineux, mais c'est aussi libérateur. Et cette liberté, elle commence dès maintenant, dès qu'on arrête d'attendre. Je sais pas si un jour je vais rencontrer l'amour ou si je serai propriétaire d'une maison. Mais je sais que j'ai arrêté d'attendre que le bonheur vienne de l'extérieur. Et ça, bizarrement, ça change tout. Parce que le jour où tu arrêtes d'attendre que ta vie commence, elle commence vraiment. Notre génération n'est pas maudite, elle est en train d'inventer l'avenir. On peut continuer à râler, à scroller, à détester, ou on peut ralentir, prendre le temps de le dialoguer, réapprendre à créer. Parce que notre génération a un super pouvoir que personne ne lui reconnaît. Elle sait transformer la tempête en danse. Chaque bouleversement qu'on a vécu nous a rendus plus forts, plus libres, plus humains. Alors oui, on danse sur les ruines de l'ancien monde, et c'est précisément pour ça qu'on va en bâtir un nouveau. L'invention de nouveaux paradigmes, loin d'être une faiblesse, c'est notre plus grande révolution. Et cette révolution, elle commence par toi, par moi, par nous. Par ce qu'on va faire en sortant de cette vidéo. Alors, quoi que tu aies de bienveillant en tête, vas-y, ose, crée, construis, invente. Le monde n'attend que toi. Je te remercie pour ton temps et ton attention. À bientôt.